on en prend toute l'année. Faut laisser venir. Pas spécialement, non. Pas tellement. Et que le gouvernement m'augmente ma retraite, c'est tout. Arrêter de fumer. Oui, on va essayer. Ah oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Je vais prendre plus de temps pour boire. Peut-être d'être plus sage. Dépenser moins. Économiser beaucoup de sous, moins de dépenses, moins aller au casino. Tous les ans, je prends les mêmes. Donc elles vont être parfaites, oui. C'est-à-dire, disons, il faut faire un petit peu de régime, un peu plus de sport. Là, comme je ne suis pas trop en poids, alors on verra ce qu'on va faire. Et vous pensez que vous allez les tenir? J'espère, ouais. Parce que là, vraiment, il faudra que je les tienne. Hein. Il y a toujours espoir. Hein. Ah oui, je les tiens, oui. Je les tiens. Peut-être pas toute l'année, non? Allez-vous prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Ouais, certainement, ouais. Oh, je pense, oui. Lesquelles? Oh. De ne pas manger trop cette année. Jamais, je vois pas pourquoi je prendrais des résolutions maintenant. Oui, on va essayer, oui. Lesquelles? Arrêter de fumer, puis m'occuper de mon gosse. Oui, arrêter de fumer en première, dépenser moins d'argent, et ça sera déjà une bonne chose. Faire un régime. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Lesquelles? Économiser un peu plus. Faire moins de bêtises, Et vous pensez que vous allez les tenir? j'espère. Je crois qu'il est important au cinéma d'être le plus possible près du maximum de qualité. Le nouvel équipement de la salle de cinéma est en deux parties, un équipement son et un équipement de projection. L'équipement son, c'est le nouvel Dolby EX, c'est-à-dire que les voix arrière sont séparées des voix latérales gauche et droite. Le nouvel écran était quelque chose qui était dans l'air depuis déjà quelques années, et la mairie a investi dans ce nouvel équipement. Donc le nouvel écran est beaucoup plus grand que l'écran précédent qui existait jusqu'à présent, puisque la taille de l'image est presque doublée et qu'on arrive actuellement en cinémascope à avoir une taille d'image de près de 50 mètres carrés, ce qui est énorme. Avec l'ancien écran, au maximum, on avait une image qui était de 26 mètres carrés. Ce qui est clair, c'est qu'on a une image maintenant qui est vraiment remarquable. On a pu le voir ces derniers temps avec le film Harry Potter qui était présenté en Dolby EX et en panoramique. C'était vraiment une image comme dans n'importe quel multiplex qu'on pouvait voir à Reichshofen. Le collège Charles Munch est représenté au championnat de France indoor d'athlétisme. Fin novembre, des minimes de l'association sportive du collège de Niederbronn ont remporté le championnat d'Alsace d'athlétisme grâce aux épreuves de vitesse et de lancer. Les voilà donc qualifiés pour le championnat de France en décembre 2002. Deux équipes de 4 collégiens sont formées. Ils sont accompagnés par 2 autres jeunes faisant partie du jury. Les épreuves se déroulent sur 3 jours à Paris dans les infrastructures de l'INSEP. La bonne ambiance règne, mais aussi la concentration lorsque les épreuves débutent. Lève la jambe derrière. L'heure des résultats arrive. L'équipe de vitesse finit 14e sur les 30 équipes qualifiées pour ces championnats. L'équipe de lancer termine 22e. L'association sportive du collège Charles Munch regroupe autour de différents sports 130 élèves sur les 430 jeunes que compte l'établissement. Une association dynamique qui participe à de nombreux championnats tout au long de l'année. Comment fonctionne la chaîne de solidarité alimentaire qui aide les familles en difficulté sur notre canton?
Nous sommes partis à la source de la collecte des denrées, la Banque alimentaire de Strasbourg. La Banque alimentaire du Bas-Rhin fonctionne toute l'année. On est une association de bienfaisance qui en fait sert de plateforme aux associations caritatives du département du Bas-Rhin. Donc on a 78 associations qui viennent s'approvisionner chez nous pour en fait disperser les produits dans tout le département au niveau de leur structure, donc auprès des bénéficiaires. On sert effectivement de relais. Tous les produits qu'on reçoit sont donnés par les grandes surfaces, par des industriels. On arrive maintenant à récupérer des produits des coopératives agricoles. Donc on a une panel de produits assez importante et on brasse pas mal de tonnes de denrées alimentaires. Donc au niveau des grandes surfaces, par exemple, on peut dire qu'on a un partenariat, effectivement. Et c'est un partenariat qui a été amélioré d'année en année parce qu'on a réussi à les sensibiliser au gaspillage, à la lutte contre le gaspillage et en même temps à la lutte contre la faim. Il y a deux sortes de produits. Il y a les produits secs, donc les produits stables, qui sont en fait les boîtes de conserve, donc de légumes, de plats cuisinés, la confiture, le café, la farine, etc., le sucre, l'huile. Et de l'autre côté, nous avons également des produits frais, donc là, à date limite de consommation très courte. Hein. Des fois, on a des dates limites à J-1, J-3, donc à 3 jours de la date limite de consommation. Donc là, moi, j'interviens particulièrement pour qu'on respecte en fait ces dates, parce qu'au niveau de la loi, on a une réglementation qui nous dit qu'au-delà de cette date, il ne faut pas distribuer les produits. Quelles sont les familles qui vont toucher cette aide alimentaire? Direction, l'assistante sociale de Niederbronn-les-Bains. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des difficultés financières, alors qui peuvent être liées à une baisse de ressources, à une absence de ressources ou à une mauvaise gestion. On peut avoir les 3 cas de figure. Donc on essaie d'évaluer la situation. S'il y a une absence de ressources, d'essayer de faire une demande de RMI si la personne peut y prétendre. Et en attendant, éventuellement trouver une solution pour qu'il y ait une solution intermédiaire en attendant que l'allocation puisse être versée. Donc à ce moment-là, on peut leur proposer de bénéficier de la banque alimentaire. Ça, c'est pour les gens qui ont une baisse de ressources ou une absence. La banque alimentaire, c'est quand même quelque chose de temporaire. Ça ne devrait pas être dans la durée. Et en général, ça tourne autour d'une dizaine de familles tous les mois. La Croix-Rouge est chargée de la distribution des colis alimentaires. Explication. Disons la banque alimentaire, c'est en fonction des données de Mademoiselle Criqui. Et Mademoiselle Criqui nous donne donc les familles qui ont droit et le nombre de personnes, c'est-à-dire adultes, enfants, bébés. Et je passe une commande à la Banque alimentaire centrale à Strasbourg en fonction du nombre de personnes et on reçoit donc par le Lions Club les marchandises qu'on distribue le jour même. Donc le Lions Club de Niederbronn participe à la Banque alimentaire depuis 1986. C'est notre président fondateur, Alfred Pfalzgraf, ancien maire et conseiller général, qui a inauguré cette aide. Alors actuellement, ça se passe de manière suivante. La Croix-Rouge nous indique les jours de banque alimentaire et nous partons sur Strasbourg. Nous effectuons donc cette banque alimentaire, ce parcours banque alimentaire, les derniers mardis du mois. Tout récemment, les 2 communes, donc Reichshoffen et Niederbronn, se sont mises d'accord pour assurer la même date, le même transport et profiter du service Lions le même jour. Et donc ce qui permet, nous également, de rentabiliser mieux notre déplacement, notre transport et la location du véhicule. Pour Noël, c'est un petit peu plus tôt, nous sommes le 17 décembre, pour permettre aux familles de se préparer à la fête de Noël et avoir les aliments un peu plus tôt. Alors les membres du Lions font un roulement, nous utilisons le temps disponible de préférence de nos pré-retraités et retraités. Et donc en général, nous assurons donc le roulement, tout le monde participe à tour de rôle. Une des familles a bien voulu témoigner sous l'anonyme. Ouais, moi je suis allée voir l'assistante sociale il y a à peu près plus de 2 ans, quoi. Mais entre-temps, ça allait mieux du fait que mon mari avait un accident, donc pas de rentrée d'argent.
Et puis, en fin de compte, elle m'a mis sur la banque alimentaire. Et puis, 3 enfants, pas de salaire qui rentre. Moi qui travaillais seule, j'arrivais plus. Hein. Et puis, bon, je suis bien contente de l'avoir, hein, je vous dis franchement. Hein. Et puis, ils sont très sympathiques, ça c'est vrai aussi. Les particuliers peuvent participer à la grande collecte annuelle. Il existe également au niveau local la collecte pour la Banque alimentaire centrale qui est effectuée fin novembre. Et là, la Croix-Rouge s'occupe de récolter le plus de denrées alimentaires possible, surtout dans les petits supermarchés. La Banque alimentaire donne une certaine satisfaction, surtout comme maintenant, à l'approche des fêtes de Noël, de savoir que les familles qui ont au mois de décembre droit à la Banque alimentaire passeront de fêtes de Noël correctes. Le casino Niederbronn est un lieu unique en Alsace. Il regroupe plusieurs activités. Donc on a une activité de restauration, d'hôtellerie, une activité de spectacle, mais principalement une activité de jeu qui se regroupe en 2 parties, l'activité machine à sous et l'activité des jeux de table en fait. La commune doit être classée soit balnéaire, soit climatique, soit thermale pour accueillir un casino, quoi. Et Niederbronn est effectivement classée station thermale et c'est à ce titre qu'elle accueille le casino Niederbronn depuis maintenant presque un siècle bientôt. J'ai l'habitude de dire que la clientèle des casinos, en fin de compte, se rapproche énormément de la clientèle de la grande distribution. C'est-à-dire qu'on trouve tout type de clientèle. On trouve des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. On accueille vraiment tous les types de populations. Lorsque les gens viennent au casino, c'est essentiellement pour se divertir. On est vraiment un espace de divertissement. Alors bien sûr, il y a une notion de gain, il y a une notion de jackpot qui rentre en jeu, il y a une espérance qui est bien présente, mais c'est avant tout un divertissement. Il y a une approche qui est beaucoup plus démocrate, libérale, c'est tout ce qui concerne la salle des machines à sous. Là, l'accès est relativement facile, il suffit d'avoir 18 ans, il faut être majeur naturellement. Et puis là, vous rentrez sans contrôle particulier, vous accédez librement, pour une tenue décontractée, de 11h le matin jusqu'à 4h le week-end. Donc l'accès se fait beaucoup plus facilement. On ne peut pas vraiment parler de protocole. Par contre, concernant la salle des jeux de table, donc les salles où on retrouve les tables de roulette française, anglaise, blackjack et stud poker, là le protocole est un peu plus compliqué puisqu'on doit justifier de son identité, donc présenter une pièce d'identité, s'acquitter d'un droit d'entrée de 11 € qui est un timbre fiscal pour une valeur de 10 €. Donc là, forcément, la démarche est un peu plus lourde, un peu plus administrative que pour accéder aux salles des machines à sous. Nous, on est des vendeurs de parties. Et donc, forcément, on essaie de proposer des parties, donc des jeux, du temps de jeu qui répond à la demande du marché. On sait qu'aujourd'hui, les gens sont plus séduits ou plus attirés par des jeux sophistiqués, des jeux où il se passe quelque chose, des machines où il y a des animations, des machines où il y a du bruit, des machines où il se passe vraiment, hein, où il y a un vrai scénario. Donc, on offre davantage ce type de machines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur nos parcs de machines à sous, on trouve de plus en plus de jeux rouleaux vidéo qui apportent comme ça une notion de divertissement plus approfondie, plus pointue en tout cas, et plus innovatrice que les machines à sous rouleaux mécaniques. Alors chaque machine comporte une plaque avec un numéro de série qui est riveté, c'est comme une voiture. Donc là, pas ni enlever la plaque et en cas de contrôle, il faut qu'on puisse justifier que la plaque se trouve bien sur la bonne machine. Alors, le principe d'une machine à sous, nous avons donc 2 sortes de machines à sous. Nous avons les machines à sous vidéo, les machines à sous rouleau. Le principe d'une machine à sous, c'est d'introduire 1, 2 ou 3 pièces suivant le nombre de pièces que la machine accepte et de faire tourner les rouleaux et puis de prier très fort pour gagner. Alors si vous voulez, on peut aller au cœur de la machine à sous. Je vais vous l'ouvrir et je vais vous expliquer le fonctionnement. Voilà, donc pour commencer, le client en voyant à l'extérieur, il y a toute la partie entrée de pièces et il se sert des boutons pour jouer. Sur les boutons, chaque fois, il y a la fonction du bouton, donc ça sert de mode d'emploi de la machine. Donc même quelqu'un qui n'est pas initié ou quelqu'un qui vient pour la première fois arrive très bien à comprendre. À l'intérieur de la machine, donc ici nous sommes au cœur de la machine, ça se décompose en 3 parties. Toute la partie entrée de pièces,
toute la partie sortie de pièces au niveau de la trémie et la partie jeu qui se situe au niveau des rouleaux. Donc les pièces qui sont introduites au niveau de la porte sont contrôlées par un système de monnayeur qui contrôle à la fois le poids, la taille et l'alliage de la pièce pour éviter qu'il y ait des fausses pièces qui ne soient introduites, etc. Ensuite, cette pièce est déviée dans ce qu'on appelle la trémie, qui sert ensuite, en cas de gain, à rembourser le client en nombre de pièces. Et la partie rouleau lui sert en rapport avec la table de paiement à suivre la partie. Au départ, quand on choisit une machine, on la définit aussi par rapport à la table de paiement, par rapport à la dénomination qu'on veut mettre en place. Et toute cette partie programmation se trouve dans une carte qui s'appelle donc la CPU et qui est à l'intérieur de la machine dans une boîte fermée à clé auquel le casino n'a pas accès. C'est une société qu'on appelle les sociétés de fourniture et de maintenance, les SFM, qui sont mandatées par le ministère et donc qui viennent effectuer toutes les réparations électroniques sur la machine. Le casino en soi, les employés du casino n'ont accès qu'à la partie mécanique et ne peuvent pas intervenir de quelque façon que ce soit sur le déroulement du jeu. Au début, quand on achète une machine, la seule chose qu'on connaît, c'est les cycles de paiement. On sait au départ qu'un jackpot peut être payé tant et tant de fois sur tant et tant de coups, mais on ne sait absolument pas quand est-ce que la machine commence son cycle de paiement et quand c'est qu'il finit. À l'intérieur de cette CPU, c'est une carte électronique qui tourne et qui avance d'un cran tous les millièmes de seconde, donc beaucoup plus vite que le cerveau humain. Et cette carte tourne en permanence, 24 heures sur 24, quand la machine est allumée, cette carte tourne. Et en réalité, au moment où le client joue, il arrête à un moment donné cette carte. Alors si c'est sur une partie gagnante, le client gagne, si c'est sur une partie perdante, il perd. Ma fonction dans une salle de jeu, la fonction d'un directeur de jeu, elle est d'encadrer, puisqu'ici on a une 60aine de personnes. Donc je suis le garant de la réglementation des jeux. Le métier de croupier, c'est quelqu'un qui calcule vite. Il y a quand même un calcul mental, donc on attache quand même beaucoup d'importance à ce que les personnes aient une facilité à ce niveau-là, quoi. Alors dans la salle des jeux de Niederbronn ici, vous retrouvez donc la roulette française, 4 tables de roulette française, 4 tables de roulette anglaise, 3 tables de blackjack et une table de stud poker, quoi. Le joueur de jeu traditionnel, ce qu'on appelle entre guillemets les jeux traditionnels, sont les jeux qui sont pratiqués dans une salle comme celle-ci, je veux dire, recherche les mêmes sensations qu'un joueur de machine à sous, c'est-à-dire des sensations fortes, ou aussi, je veux dire, passer un bon moment parce que l'ambiance est différente. L'ambiance par rapport à une salle de machine à sous, elle est beaucoup plus feutrée, beaucoup plus calme. L'espace, je dirais, est quand même plus important. Et le client qui vient ici vient pour passer plusieurs heures en majorité, enfin normalement. Et ensuite, c'est retrouver toute une ambiance qu'on retrouve autour d'un cylindre, d'entendre la bille tourner, d'entendre les cartes sortir du sabot. L'ouverture d'une salle des jeux, donc elle a un horaire déjà bien spécifique. Et ensuite, vous avez chaque employé, je veux dire, connaît son rôle, je veux dire, à ce moment-là, puisque chacun a un rôle bien précis. On commence à se diriger vers la caisse où on récupère les encaisses. On s'approche de la table et une fois sur la table, on aligne tous ces jetons. Il y a un montant d'encaisse par rapport au minimum de mise de la table, qui est à peu près ici de 40 000 €. On aligne les jetons sur cette table. Une fois que les jetons sont alignés, le premier client rentre dans la salle, on compte cette table à haute voix et le travail du membre du comité de direction ou du directeur des jeux, c'est de porter l'encaisse sur le livre et ensuite les jeux, messieurs, à vos jeux, faites vos jeux. Il faut s'investir dans la partie, donc c'est également pour ça en fait qu'on a régulièrement des relèves. Parce que c'est vrai que dans ce métier, si on veut le faire correctement, on ne peut pas travailler pendant des heures et des heures concentré sur la partie. Donc c'est pour ça que l'employé est régulièrement relevé. Autant dans les jeux de cartes que au niveau de la roulette française ou anglaise. Alors la relève a deux objectifs. La première, c'est de permettre à l'employé de prendre une petite pause. La deuxième, c'est de garantir au client un petit peu l'égalité des chances, de faire en sorte qu'il y ait une certaine rotation au niveau des employés et donc de faire en sorte que le client qui a peut-être tendance à perdre chez l'un ou chez l'autre employé aura plus de chance chez l'autre. Le client qui est en train de gagner à une table avec une certaine équipe va certainement rester à cette table-là et ne pas aller à l'autre. L'employé a un certain devoir de discrétion. Bon, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans d'autres métiers aussi. Donc on a vraiment une relation client-employé
Et bon, effectivement, le fait de revoir ou de voir le client en dehors du casino, on évite quand même d'aborder le sujet professionnel, quoi. Je dirais que c'est tout le métier qui est en fait tradition, puisque au courant des décennies, le métier a très peu changé. Il est toujours resté le même, ce sont toujours les mêmes gestes. Il y a le respect de la réglementation, les paiements sont toujours les mêmes, donc de ce côté-là, il y a une tradition qui s'est installée et très peu de choses ont changé. La piscine de Niederbronn est fermée pour cause de restructuration. Aujourd'hui est notre premier jour de travaux de rénovation de la piscine, puisqu'on a fermé le 22 décembre 2002 pour 1 an de travaux en vue de réhabiliter l'établissement. Donc tout est en chantier. On n'a encore pas vidé l'eau, elle est encore tiède et encore un peu traitée. Donc si éventuellement on voulait aujourd'hui, on pourrait encore faire une petite brasse. Les employés de la piscine, maîtres nageurs et hôtesses d'accueil, vont profiter de cette année 2003 pour récupérer leurs 12 semaines d'heures supplémentaires. En 2002, ils n'ont pu se tenir aux 35 heures et avaient accumulé des heures à récupérer. Ils feront aussi des remplacements dans les piscines des environs. La piscine doit se remettre au goût du jour. Donc le pourquoi de cette réhabilitation, c'est simplement le fait qu'elle a 20 ans. Et qu'elle a fonctionné pendant 20 ans, 24 heures sur 24, et que tout ce qui est donc chaufferie, recyclage de l'eau, tout ça, ça commence à être en bout de parcours. Enfin, ça y est, c'était vraiment en bout de parcours. On n'avait que des pannes, et donc c'était plus possible de continuer comme ça. La future piscine disposera de nouveaux équipements, tel un toboggan aquatique de 55 mètres. Donc la configuration des 2 bassins va rester. Mais tout ce qui est autour va changer, va être modifié pour bien mieux. Combien de temps vont durer les travaux? A priori, ça devrait durer 12 mois. Donc à partir d'aujourd'hui, janvier, on devrait terminer en décembre 2003 et rouvrir en janvier 2004. Si tout marche bien, bon, on a déjà la neige qui est au rendez-vous, peut-être que ça nous retardera un peu, on verra. Les bulletins météo avaient annoncé d'abondantes chutes de neige. Les prévisions se sont vérifiées. Les hommes et le matériel doivent se tenir prêts. Les services techniques de la ville de Niederbronn réagissent rapidement et mettent en place le salage des rues. Première étape, le chargement des camions. Des employés assurent l'approvisionnement de 2 véhicules. Le programme d'intervention est précis. Une feuille de route indique le parcours à suivre. Des axes prioritaires sont définis, comme les accès aux écoles et aux centres de secours. Il faudra 5 heures aux techniciens pour faire le tour de la ville et déverser près de 5 tonnes de sel. En Alsace-Moselle, les particuliers ont la charge de déblayer les trottoirs devant leur propriété, et ceci jusqu'au caniveau. C'est muni de pelles que tous s'organisent.
Une équipe légère est également à pied d'œuvre pour dégager les zones piétonnes et les rues où les saleuses n'ont pas accès. Prudence aux automobilistes. Adapter sa vitesse en fonction des chutes de neige et des pluies verglaçantes, c'est peut-être éviter un accident. Le cours d'alphabétisation existe depuis 1996. Il a d'abord été géré par une association et depuis 1997, il est géré par la commune de Reichshoffen. Le cours d'alphabétisation est composé de 3 groupes de niveaux. Oui. Le premier groupe est composé de personnes primo-arrivantes, c'est-à-dire de personnes qui sont depuis peu de temps en France et qui ne parlent pas le français. Donc toutes ces personnes, il s'agit d'environ 34 personnes, sont des personnes étrangères qui viennent ici apprendre le français. Nos objectifs sont doubles, je dirais, puisque notre premier objectif ici, c'est l'apprentissage du français pur et simple, de manière, je dirais, scolaire. Ça va passer par des leçons, du vocabulaire, de la grammaire, des exercices, des dictées. Situation familiale, marié, célibataire, divorcé, veuf. Le deuxième objectif, et non des moindres, c'est la participation à la vie locale. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que les personnes qui viennent ici puissent s'insérer dans la vie locale et puissent y participer, devenir vraiment un membre actif et non pas passif de cette vie locale. Le relais culturel de Niederbronn-les-Bains propose un nouveau spectacle, Pitou et compagnie. Un conte musical pour jeunes publics. Attention, parmi les spectateurs, on ne compte pas que des enfants, mais aussi des grands-mères de l'association Mamie Bonheur. Pitou et compagnie est présenté par le Théâtre de la Luciole et mise en scène par Patrick Barbelin. Ce spectacle raconte l'histoire d'amour entre Pitou, un petit garçon, et l'étang d'Algues-Vives. Étang qui fourmille de surprises. Les interprètes, Hervé Kiefer et Patrice Zolt, racontent et chantent une histoire accompagnés de leurs instruments. Une invitation pour les enfants à se laisser porter par la musique et les paroles. La salle polyvalente de Gundershofen accueille le premier tournoi de volley-ball de Logipan, l'œuvre de la jeunesse protestante d'Alsace du Nord. 20 équipes se sont disputées le challenge Georges Malou. Cette manifestation a attiré près de 140 participants. Au début, les inscriptions, on s'est dit, oulala, il n'y a que 3 ou 4 inscriptions et il y a eu 20 équipes qui se sont inscrites et on est vraiment content de notre succès. Cette animation rentre dans le cadre de manifestations du cinquantenaire de Logipan. Logipan a été créé il y a une cinquantaine d'années, donc très exactement il y a 50 ans, pour faire du travail de jeunesse et aussi pour annoncer l'évangile aux jeunes dans l'Alsace du Nord. Nous, jusqu'à présent, nous touchons surtout les jeunes à travers des camps, des week-ends, des colos. Et là, nous nous ouvrons vers une autre tranche d'âge qui est donc les aînés, voire les jeunes adultes. En effet, les plus jeunes de nos participants ont 14 ans, les plus âgés ont la quarantaine. La finale de ce premier challenge est remportée par les Gerdstoffer après un match difficile. Cette journée s'est terminée par une soirée conviviale avec orchestre.
L'école de tir, ouverte par l'association de tir du Hohenfels à Neuenhofen, a attiré de jeunes vocations. L'école de tir est composée de 18 enfants. Les entraînements se déroulent le mercredi et le samedi. C'est de 8 ans à 15 ans. Ces 2 petits jeunes en font partie. On devait toujours mettre la sécurité après tirer. Toujours la sécurité, ça c'est la première chose qu'on a appris, la sécurité. En fait, il faut avoir bien le doigt sur la queue de détente. Il ne faut pas respirer, il faut bien viser. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments à assembler avant de pouvoir faire un 10. Il faut que tout soit parfait. Est-ce qu'il y a déjà dans le groupe de jeunes des enfants qui pourront participer l'année prochaine à un championnat? Tout à fait. Ouais. Il y a toujours, je pense, comme je discutais avec un monsieur juste avant, il y a des enfants qui sont relativement doués au départ. Je crois que c'est dans n'importe quel sport. On prend le basket, on prend le hand, on prend n'importe quel sport. Il y a toujours des enfants qui sont plus ou moins doués au départ par rapport à certains autres. Mais bon, avec le temps, il y en a qui apprennent plus vite, il y en a qui prennent un peu plus de temps pour apprendre. Et ils se retrouveront, ça se trouve, au bout, au championnat de France ensemble, et sinon sur un podium, ce que je souhaite. Nous leur souhaitons de bien cartonner en 2003. Azetim est une entreprise familiale artisanale basée à Névillers. Elle a produit en 2002 près de 95 millions d'étiquettes. Vous allez voir quel est son processus de fabrication. Sur le papier, normalement, je suis directeur général, mais bon, je fais un peu de tout, puisqu'il faut savoir tout faire. On est une petite entreprise familiale, donc il faut savoir un petit peu tout faire. Et moi, je suis plutôt dans le pré-presse. Je prépare ce qui est à imprimer. Après, ça passe à l'atelier où ça sera passé par plusieurs phases de fabrication. Et après, ça me revient à moi pour l'administratif, la facturation, etc. Bon, nous sommes 4 personnes, il y a 3 personnes à la production. Et puis, toujours un peu polyvalent chacun, quoi. Et puis, c'est tout, quoi. On essaye de faire avec ça. Mais bon, on a 16 ans d'entreprise quand même, donc on est un petit peu... on essaye de faire au mieux, Et puis, bon, le client satisfait, c'est toujours la meilleure publicité, je dirais. Donc, à ce moment-là, on fonctionne, disons, avec amour, quoi, avec l'amour du métier, avec du punch, parce que sinon, il ne faut pas compter les heures ni tout ça, quoi. En principe, on est toujours très tenu par les délais. Le client, il a besoin tout de suite, quoi. Mais bon, on essaye d'être très réactif. C'est un petit peu le plus de la petite entreprise. On est resté très régional pour pouvoir réagir rapidement. Le client, soit il a déjà une étiquette qui lui est propre, il nous demande de la reprendre, donc c'est le travail le plus simple à réaliser. Et sinon, il faut créer entièrement l'étiquette. Donc le client nous donne soit son logo, il veut une forme spéciale suivant les promos qu'il va avoir à faire à lui ou ses fabrications. Et nous, on construit l'étiquette comme il en a envie. C'est au besoin qu'on n'a pas d'étiquette type et on ne fait rien d'autre. C'est à la création, quoi. Donc on est parti d'une maquette d'un client qui nous a demandé une étiquette ronde pour une promo. Donc à partir de là, j'ai été prendre son logo. Je l'ai pris sur Internet, son logo, et je lui ai construit son étiquette. Le BAT étant revenu, il me faut préparer la fabrication, l'impression de l'étiquette. Alors c'est l'imposition par rapport à la grandeur de l'étiquette, la forme de la plaque d'impression, la plaque de découpe. Il faut placer les étiquettes en plusieurs fois, elles seront faites en 6 poses, celle-ci. Je vais être obligée de mettre des traits de coupe. Les traits de coupe, c'est ce qui permet de bien superposer à l'impression les couleurs. Donc mon étiquette là, elle est bonne à passer à l'impression sur calque. Les calques sont prêts à être imprimés, à être, disons, faits en film, transformés en film. La couleur jaune, le fond, et la couleur rouge qui va s'imprimer dessus. Quand ce sera très bien superposé par rapport aux traits de coupe, il n'y a qu'une seule couleur. Alors regarde, je t'ai sorti les 2 séparations de couleurs pour imprimer.
Ah oui, ça doit être... C'est correct, pas de problème. Bon, à partir de ces cales, je vais faire un film. Je vais faire un film, c'est-à-dire un négatif, c'est-à-dire de ça. Je vais la retourner au labo photo et je vais faire un négatif pour qu'on arrive à ce résultat, à peu près. Hein. Donc à partir du négatif, je vais insoler un cliché, une plaque polymère qui va être insolée, lavée, séchée et réinsolée pour le durcissement. Et une fois que toutes ces opérations ont été faites, le cliché sera prêt pour aller sur la machine. Vous voyez ici la bobine qui est sur la machine, qui va passer dans un bac à cellules, qui va réguler un peu tout le papier pour qu'il y ait toujours la même longueur de papier. On va passer au premier élément d'ancrage qui va ancrer le jaune. Jaune qui va être imprimé et séché dans la foulée. On a un cliché qui va être imprimé en rouge. Le premier a été imprimé en jaune. Donc c'est une superposition de couleurs qui va donner un rouge 485. Ces encres sont des encres UV et naturellement elles sèchent dès qu'elles passent sous le rayon UV. Donc dès la sortie de la lampe, l'encre est sèche, les bobines sont prêtes à être enroulées. Le papier passe sur la découpe sous les lames qui va découper les étiquettes au diamètre voulu et au positionnement voulu. Voilà. Le papier, toujours en continu, va repasser dans un bac à cellules qui va à nouveau réguler l'échenilleur, c'est-à-dire qu'il va toujours avoir la même vitesse de passage. Et là, on a l'échenillage, c'est-à-dire le déchet qui s'envoie d'un côté et l'enroulement qui se fait, le tronçonnage des bobines et l'enroulement qui se fait là-devant. Donc une fois qu'elles sont tronçonnées, elles sont enroulées et, suivant le cas, mis en bobine d'un certain nombre suivant la commande. Donc là, on a 60 000 étiquettes, on a 8 bobines de 7600 qui ont été emballées. Dès qu'elles sortent ici, elles sont terminées, prêtes à emballer. Le nom, on l'a trouvé un peu par hasard, je dirais, parce qu'on a fait un peu de soir avec mon épouse et mes enfants, on a fait un peu de brainstorming, on appelle ça. Hein. On a remis un peu les neurones, et puis Alzetim, bon, au départ, je faisais encore de l'impression offset, donc j'ai appelé Alsace, parce que Alsace, étiquette, et impression, donc Alzetim. Donc c'est un acronyme qui est une abréviation de tout ça, quoi. Je vais vous présenter le Kouglof glacé au caramel alsacien. Dès le départ, il va falloir qu'on confectionne un caramel. C'est-à-dire un caramel se fait avec du sucre. Donc un caramel alsacien, c'est un sucre qui se détend avec de la crème, avec du beurre, avec du miel et du fondant. Ensuite, on procédera de la manière suivante. Dans un cul de poule, on va foisonner les jaunes d'œufs avec le sucre, donc dans un bain-marie, et on va monter la crème en fleurette. On prend son sucre petit à petit, on verse dans la casserole et on fait fondre. On fait fondre son sucre, tout doucement. Vous voyez, il commence déjà la casserole bien chaude, le sucre commence à fondre, tout doucement. Donc, dès que la première partie est fondue, on rajoute le sucre progressivement pour éviter les grumeaux. Hein. Là, mon sucre est fondu, complètement fondu. On va procéder à la coloration qui va être très rapide parce qu'on a quand même des feux qui sont relativement forts, très forts. Vous voyez, il est déjà brun, mais bon, plus il va être prononcé, plus notre caramel aura du goût. Donc on va le détendre avec de la crème. Okay. Donc au départ, il faudra faire attention parce que ça risque de... Donc, notre caramel détendu, on va le couper, on va le mettre hors du feu et on va y incorporer tout doucement
le miel. Donc vous voyez, il ne change pas de couleur, il est toujours... On va y incorporer le beurre. Donc j'ai incorporé mon fondant. C'est une denrée qu'on peut relativement trouver dans des grandes surfaces. De plus en plus on trouve ces choses-là quand même dans les magasins, dans les confiseries entre autres. Et par contre à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de fleur de sel. Ce qui se marie très très bien avec le caramel. Donc c'est très peu, c'est une pincée de fleur de sel. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mélanger le tout et on va le refroidir. Donc on va quand même bien le mélanger pour que le beurre soit bien mélangé à mon caramel. Le caramel fini, on va procéder à faire le parfait, c'est-à-dire la crème glacée au caramel. Donc on va prendre nos jaunes d'œufs, on va les mettre dans un cul de poule, voire dans une bassine chez vous à la maison, une petite bassine. Donc on va mettre nos jaunes d'œufs dans la bassine, on va le mélanger, on va y incorporer le sucre. Et par contre on va mélanger tout de suite, car le sucre et les jaunes d'œufs risquent de brûler, quoi. Je veux dire, ça risque de faire quelque chose qui va se détendre, donc il n'est pas bon. Alors ce qu'on va faire, logiquement, on va le foisonner au bain-marie. Donc, on se prépare une casserole avec de l'eau. Et on va commencer à mettre nos jaunes d'œufs, notre sucre dans un bain-marie. Et on va les fouetter. Donc quand on dit réchauffer au bain-marie, c'est surtout faire fondre le sucre. Bon, de temps en temps, il va falloir retirer la casserole du bain-marie pour éviter que ça chauffe de trop quand même. Donc on va foisonner jusqu'à l'obtention d'une pâte bien blanchie, bien lisse. Donc c'est pratiquement bon, la pâte blanchie, lisse, le sucre fondu. Donc on va procéder au foisonnage de la crème fleurette. Donc on va prendre un cul de poule, on va y incorporer notre crème et on va la foisonner avec un fouet. On va la battre, ok? Voilà. Jusqu'à l'obtention d'une crème bien ferme. Donc ce qu'il va falloir qu'on ne fasse pas, il ne va pas falloir la sucrer supplémentairement parce que notre caramel est déjà sucré. Nos jaunes d'œufs sont sucrés également. Il n'y a pas de raison à ce qu'on sucre la crème. Voilà ce qu'on peut obtenir, vous voyez, d'une manière suivante. Donc ce qu'on va faire, donc on a obtenu notre crème, on a notre caramel et nos jaunes d'œufs battus. Alors, on va prendre notre caramel et on va le mélanger à nos jaunes d'œufs et le sucre. Je vais mettre mon caramel dans mes jaunes d'œufs. Et là par contre, il n'y aura plus lieu de foisonner, il y aura lieu de mélanger. Voilà. Ensuite, en dernier lieu, on va y incorporer notre crème battue, notre chantilly, notre crème fleurette, délicatement tout ça. Et ensuite, on va les rempoter. On va mélanger délicatement. On va se préparer des petits moules, donc de préférence des petits moules à Kouglof. Voilà notre pâte. Donc on va procéder au remplissage de nos petits pots du style Kouglof. Donc on va bien les remplir, bien les faire dépasser de leur bord. Donc logiquement cette recette est prévue pour 5 personnes. Donc quand on aura fini de remplir nos petits pots, il va falloir les passer au grand froid. Donc dans un congélateur, il va falloir quand même les stocker pendant 6 à 8 heures. On va procéder au démoulage de nos petits parfaits glacés, n'est-ce pas? Donc on va préparer notre assiette. On va délayer un peu de caramel liquide qu'on aura gardé au préalable pour garnir le fond de l'assiette. Ok? On va poser notre crème glacée démoulée. Voilà. On va le garnir
avec, on appelle ça, une cristalline de pavot. Ce qu'on peut faire, on peut garnir de fruits de saison, c'est-à-dire filets d'orange et tout ça. Voilà, je vous ai présenté le kouglof glacé alsacien. Bon appétit, messieurs, dames.